Partez ou vous allez regretter. » Mon gendre m'a craché ces mots au visage, le doigt pointé vers la porte, les veines de son cou gonflées de rage. 3 heures plus tard, c'est lui qui est parti, menotté, les mains dans le dos, poussé dans une voiture de police, sous les yeux des voisins. Je m'appelle Françoise Morel. J'ai 67 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire d'une mère qui a failli perdre sa fille. Pas à cause d'une maladie, pas à cause d'un accident, mais à cause d'un homme. Un homme que j'avais accueilli dans ma famille. Un homme à qui j'avais donné ma bénédiction le jour de son mariage, avec ma fille unique. Un homme qui, pendant des années, battait ma fille en silence, pendant que je ne voyais rien. Aujourd'hui, ma fille Aurélie vit avec moi dans ma petite maison de Vincennes. Ses 2 enfants jouent dans le jardin, où elle-même jouait quand elle était petite. Et Damien, son ex-mari, celui qui se croyait tout-puissant, purge une peine avec sursis et n'a plus le droit d'approcher sa famille. Mais avant d'en arriver là, il a fallu traverser l'enfer. Et cet enfer a commencé bien avant ce jour de mars, où j'ai frappé à sa porte sans prévenir. C'était un mardi, le 14 mars. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est le jour où j'ai compris que ma fille mourait à petit feu, sous mes yeux, et que je n'avais rien vu pendant des années. Ce matin-là, je m'étais réveillée avec une sensation étrange, une lourdeur dans la poitrine, une inquiétude sans raison apparente. J'avais rêvé d'Aurélie. Dans mon rêve, elle était petite, peut-être 5 ou 6 ans. Elle courait vers moi dans le jardin, les bras tendus, en criant « Maman! Maman !» Mais quand elle s'était approchée, j'avais vu que son visage était couvert de bleu. Je m'étais réveillée, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Les rêves, je n'y crois pas vraiment. Je suis une femme rationnelle, pragmatique. J'ai travaillé pendant 35 ans, comme infirmière, à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. J'ai appris à faire confiance à la science, aux faits, aux preuves. Mais ce rêve-là m'avait secouée d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Alors, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais. Je suis allée chez ma fille sans prévenir. Aurélie habitait à Nanterre, à 45 minutes de chez moi en RER. Elle vivait avec Damien depuis 12 ans maintenant. Ils avaient 2 enfants magnifiques. Lucas, 10 ans, un garçon sensible et intelligent. Et Emma, 7 ans, une petite fille, pleine de vie, avec des yeux qui pétillaient de malice. Une belle maison, avec un jardin dans un quartier résidentiel calme. Une vie parfaite, du moins c'est ce que je croyais. C'est ce qu'il voulait que je croie. En sonnant à la porte ce mardi matin, je ne m'attendais à rien de particulier. Peut-être un café avec ma fille, peut-être jouer un peu avec mes petits-enfants, s'ils n'étaient pas encore partis à l'école. Je regardais ma montre. Il était 9h30. Les enfants devaient être à l'école. Damien devait être au travail. Aurélie serait seule. Personne n'a répondu. J'ai sonné une 2e fois. Plus longtemps, puis une 3e. J'allais partir, me disant qu'Aurélie était peut-être sortie faire des courses, quand j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Des pas, lents, hésitants. Comme si quelqu'un avait peur de s'approcher de la porte. La porte s'est ouverte. Et là, j'ai vu ma fille. Mon Dieu, mon Aurélie, ma petite fille. Elle portait un peignoir en éponge blanc, celui que je lui avais offert pour Noël, 3 ans plus tôt. Ses cheveux châtains étaient en désordre, emmêlés comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Et son visage. Un bleu énorme couvrait sa joue gauche, s'étendant de la pommette jusqu'à la mâchoire. Son œil était à moitié fermé, gonflé, violacé,
entouré d'un halo jaune verdâtre qui indiquait que le coup n'était pas récent. Sa lèvre inférieure était fendue. Une croûte sombre s'était formée, là où le sang avait séché. « Maman ?» Sa voix était un murmure de terreur. « Aurélie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a regardé derrière elle, paniquée, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir. Puis elle m'a attrapée par le bras et m'a tirée à l'intérieur. Elle a refermé la porte rapidement, presque silencieusement, et s'est adossée contre elle, tremblante. « Il ne faut pas que Damien te voie. Il est en haut. Il dort encore. Il a pris des somnifères hier soir. Il ne devrait pas se réveiller avant 1 heure ou 2. Mais il ne faut pas qu'il te voie ici. » Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Le sang pulsait dans mes tempes. Je sentais mes mains trembler. « Aurélie, qui t'a fait ça ?» Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de répondre. Je le savais. Au fond de moi, je crois que je l'avais toujours su. Je n'avais simplement pas voulu voir. « Depuis combien de temps ?» ai-je murmuré, ma voix se brisant. Elle a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur ses joues meurtries, et elle a grimacé de douleur quand le sel de ses larmes a touché sa lèvre fendue. « Maman, s'il te plaît, pars. S'il te voit ici, ça va être pire. Beaucoup pire. Tu ne sais pas de quoi il est capable. » « Pire ? Comment ça peut être pire que ça ? Regarde ton visage, Aurélie. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. C'est compliqué. Alors explique-moi. Je suis ta mère. Je t'ai portée pendant 9 mois. Je t'ai élevée seule après la mort de ton père. J'ai le droit de savoir ce qui se passe dans ta vie. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas dans l'escalier. Des pas lourds, lents, menaçants. Le bois des marches craquait sous son poids. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la maison. Et puis sa voix. « Aurélie, c'est qui ?» Ma fille est devenue blanche. Littéralement blanche. Comme si tout le sang avait quitté son visage d'un seul coup. Elle s'est mise à trembler de tout son corps. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'oublierai jamais. La terreur pure, absolue, animale. La terreur d'une proie devant son prédateur. Damien est apparu en bas de l'escalier. Il portait un survêtement gris froissé et un t-shirt blanc taché. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, ses yeux encore gonflés de sommeil. Il devait avoir été réveillé par la sonnette. Et quand il m'a vu, debout dans son entrée à côté de sa femme au visage tuméfié, son expression s'est transformée. La colère. Une colère froide, calculée, terrifiante. Pas une colère explosive. Non, une colère contrôlée. La colère d'un homme habitué à dominer, à faire peur, à punir. Françoise, quelle surprise. Sa voix était calme, trop calme, comme le calme avant la tempête. « Bonjour, Damien. » Il s'est approché, lentement. Comme un prédateur qui encercle sa proie. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, les bras croisés sur la poitrine, me dominant de toute sa hauteur. Il mesurait plus d'1 mètre 85. J'en faisais à peine 1 mètre 60. « Aurélie, je t'avais dit quoi sur les visites surprises ?» Ma fille a tremblé. « Je ne savais pas qu'elle venait. Je te jure, Damien, je ne savais pas. Elle a sonné et... » « Bien sûr que non. Tu ne sais jamais rien, n'est-ce pas ?» Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient à froid, morts, vides de toute humanité. Les yeux d'un homme sans âme, sans conscience, sans empathie. J'avais vu ces yeux-là pendant ma carrière d'infirmière, dans les services psychiatriques, chez les patients atteints de troubles antisociaux, chez les psychopathes.
Françoise, je pense que vous devriez partir. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je viens de voir le visage de ma fille. Je ne pars nulle part tant que je n'aurai pas des explications. » Il a souri. Un sourire qui m'a glacé le sang. Un sourire sans joie, sans chaleur, sans humanité. Aurélie est tombée dans l'escalier hier soir. N'est-ce pas, Aurélie? Elle est tellement maladroite. Elle trébuche tout le temps. Tu te souviens l'année dernière, quand elle s'est cognée contre la porte? Et l'année d'avant, quand elle a glissé dans la salle de bain? Ma fille a hoché la tête, les yeux baissés, comme une enfant punie qui récite une leçon apprise par cœur. Oui, je suis tombée dans l'escalier. C'était un accident. Non. Ma voix était ferme, plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Non, elle n'est pas tombée. Damian a fait un pas vers moi. Il était maintenant si proche que je pouvais sentir son haleine, un mélange de café et de tabac froid. « Françoise, vous n'avez rien à faire ici. C'est ma maison, ma femme, ma famille. » « Mes affaires. Partez, maintenant. Damian, je sais ce que tu lui fais. Je ne suis pas stupide. Et ça va s'arrêter. Aujourd'hui. » Il a ri. Un rire froid, méprisant, qui a résonné dans le silence de l'entrée. « Vous savez quoi? Vous ne savez rien du tout. Vous êtes une vieille femme qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Vous débarquez chez les gens sans prévenir. Vous posez des questions. Vous faites des accusations. Vous savez comment on appelle ça? De l'ingérence, du harcèlement. Ma fille me regarde. Votre fille est une adulte. Elle a 39 ans. Elle fait ses propres choix. Elle a choisi de m'épouser. Elle a choisi de rester avec moi. Elle a choisi cette vie. Et si elle voulait partir, elle serait partie depuis longtemps. Mais elle est toujours là. Ça veut dire quelque chose, non? Il s'est retourné vers Aurélie. « Dis-lui. Dis à ta mère que tout va bien. Que tu es tombée dans l'escalier. Que tu es heureuse ici. Que tu m'aimes. Dis-lui. » Aurélie tremblait de plus en plus. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti pendant quelques secondes. « Dis-lui » il avait crié. Un cri qui a résonné dans toute la maison, qui m'a fait sursauter, qui a fait pleurer ma fille. Et là, ma fille a dit les mots qui m'ont brisé le cœur en 1000 morceaux. « Tout va bien, maman. Je suis tombée dans l'escalier. Je suis maladroite, tu le sais. Damian s'occupe bien de moi. Je suis heureuse. Tu devrais partir maintenant, s'il te plaît. » J'ai regardé ma fille, ma petite fille, celle que j'avais portée pendant 9 mois, celle que j'avais bercée pendant des nuits entières quand elle était bébé et qu'elle faisait ses dents, celle à qui j'avais appris à marcher, à parler, à lire, à faire du vélo, celle que j'avais consolée quand elle avait eu son premier chagrin d'amour à 15 ans, celle que j'avais accompagnée à l'autel le jour de son mariage, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Et je l'ai vue, vraiment vue, pour la première fois depuis des années. La peur dans ses yeux, la soumission dans sa posture, l'épuisement sur son visage, la honte dans sa voix, le désespoir dans chacun de ses gestes. Ce n'était plus ma fille, c'était une prisonnière, une femme brisée, une ombre. Damian s'est approché de moi jusqu'à être à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais voir les pores de sa peau, les petites veines rouges dans ses yeux, la sueur sur son front. « Vous avez entendu? Votre fille va très bien. Maintenant partez, et ne revenez plus jamais sans avoir appelé avant. C'est la moindre des politesses. » J'ai regardé Aurélie une dernière fois. Elle me suppliait du regard. Mais ce n'était pas une supplication pour que je reste. C'était une supplication pour que je parte.
pour que je la laisse seule avec lui, pour que je ne fasse rien qui pourrait aggraver sa situation. Et c'est là que Damien a prononcé ces mots qui allaient sceller son destin. « Partez, ou vous allez regretter. » J'ai pris mon sac, j'ai ouvert la porte, et je suis sortie dans le froid de ce matin de mars. Mais en franchissant le seuil, en descendant les 3 marches du perron, en marchant sur le petit chemin qui menait au portail, j'ai su une chose avec une certitude absolue. Je n'allais pas rentrer chez moi. Je n'allais pas appeler mon fils Mathieu pour lui demander conseil. Je n'allais pas pleurer dans mon salon en me demandant quoi faire. J'allais au commissariat. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire, pour comprendre comment j'en suis arrivée là, comment j'ai pu ne rien voir pendant 12 ans. Il faut que je vous raconte l'histoire d'avant. L'histoire d'Aurélie et Damien. L'histoire que je n'ai pas vue, ou que je n'ai pas voulu voir. Aurélie est née le 3 septembre 1984 à Lyon. Mon premier enfant. Ma fille unique. J'avais aussi un fils, Mathieu, né 2 ans plus tard. Mais Aurélie était spéciale. Elle avait quelque chose de différent. Une lumière dans les yeux, une douceur dans le cœur qui me faisait fondre chaque fois que je la regardais. Elle était douce, sensible, toujours à vouloir faire plaisir aux autres. Quand elle était petite, elle me faisait des dessins tous les jours. Des dessins maladroits, avec des soleils jaunes énormes et des maisons aux cheminées fumantes. Pour que tu sois heureuse, maman. Elle partageait ses jouets avec tous les enfants du quartier, même ceux qui n'étaient pas gentils avec elle. Elle pleurait quand elle voyait un oiseau blessé sur le trottoir, et elle voulait toujours qu'on l'emmène chez le vétérinaire. Mon mari, Henri, disait souvent en la regardant jouer « Cette petite a le cœur trop grand. Un jour, quelqu'un va en profiter. » Henri est mort d'un cancer du poumon en 2008. Il avait fumé pendant 40 ans, 2 paquets par jour, malgré mes supplications. Quand le diagnostic est tombé, c'était déjà trop tard. Métastases partout. 6 mois de souffrance, puis il s'est éteint un matin de novembre, dans notre chambre, ma main dans la sienne. Aurélie avait 24 ans. Elle venait juste de terminer ses études de graphisme. Et elle venait juste de rencontrer Damien. Je me souviens du jour où elle me l'a présenté. C'était un dimanche de novembre, quelques semaines après l'enterrement d'Henri. J'étais encore en deuil, encore perdue, encore incapable de comprendre comment la vie pouvait continuer sans mon mari. Aurélie avait insisté pour venir déjeuner avec son nouveau copain. « Il faut que tu le rencontres. Maman, il est formidable. Tu vas l'adorer. » Ils sont arrivés vers midi. Damien portait un costume bien coupé, bleu marine, avec une chemise blanche impeccable. Il avait des fleurs à la main, des roses rouges, un bouquet énorme qui avait dû coûter une fortune, et une bouteille de vin, un Château Margaux 1996. Il souriait de toutes ses dents, parfaitement blanches, parfaitement alignées. « Madame Morel, c'est un honneur de vous rencontrer. Aurélie m'a tellement parlé de vous. Je suis vraiment désolée pour votre mari. Toutes mes condoléances. » Il était charmant, poli, attentionné. Il tirait la chaise pour qu'Aurélie s'assoie. Il lui servait du vin avant de se servir lui-même. Il la regardait avec des yeux amoureux, posait sa main sur la sienne, lui murmurait des mots doux à l'oreille. Il me posait des questions sur ma vie, mon travail à l'hôpital, mes passions, mes projets pour la retraite. Il écoutait mes réponses avec une attention qui semblait sincère. Après leur départ, je m'étais assise dans mon salon vide et je m'étais dit
Enfin, Aurélie a trouvé quelqu'un de bien. Henri aurait été content. Mais maintenant, avec le recul, avec ces 12 années de recul qui pèsent sur mes épaules comme un fardeau de culpabilité, je me souviens de certains détails. Des petits détails que j'avais ignorés à l'époque, que j'avais balayés d'un revers de main, que j'avais choisi de ne pas voir. La façon dont il coupait la parole à Aurélie. Subtilement, doucement, presque imperceptiblement. Ce qu'Aurélie veut dire, c'est que... Ou, non, non, chérie, ce n'était pas comme ça, laisse-moi raconter l'histoire correctement. Ou encore, Aurélie exagère toujours, vous savez comment sont les femmes. La façon dont il la corrigeait, devant moi. Avec un sourire condescendant. Tu te souviens mal, chérie. Tu exagères, comme d'habitude. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu mélanges tout. La façon dont Aurélie se taisait, progressivement, au fil des mois. Comme si sa voix disparaissait. Au début, quand il venait me voir, elle parlait autant que lui. Puis elle a commencé à le laisser répondre pour elle. Puis elle a arrêté de donner son avis. Puis elle a arrêté de parler tout court, sauf pour dire « Oui, tu as raison » ou « Je ne sais pas, demande à Damien ». Ils se sont mariés en 2010. Une belle cérémonie dans un château en Bourgogne, le château de Savigny-les-Beaunes. Damien avait tout organisé, tout payé, tout décidé. Le menu, les fleurs, la musique, la liste des invités. Aurélie n'avait eu qu'à choisir sa robe. Et encore, Damien l'avait accompagnée chez le couturier pour l'aider à faire le bon choix. Aurélie portait une robe blanche magnifique, en dentelle de Calais, avec une traîne de 3 mètres. Elle souriait sur toutes les photos. Un sourire radieux, éclatant, parfait. Mais sur une photo, une seule, j'ai vu quelque chose. C'était une photo prise par un cousin, pas par le photographe officiel. Aurélie et Damien se tenaient devant le gâteau de mariage, un pièce montée à 5 étages. Il avait la main sur son épaule. Et sur le visage d'Aurélie, juste une fraction de seconde, capturée par l'appareil, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la peur, ou peut-être à de la résignation, ou peut-être aux deux. J'ai regardé cette photo longtemps après le mariage, pendant une nuit d'insomnie, où je repensais à Henri, à notre vie ensemble, à nos enfants. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que c'était juste un angle bizarre, une expression fugace, un jeu de lumière. Aurélie était heureuse. Bien sûr qu'elle était heureuse. Elle avait trouvé l'homme de sa vie. Lucas est né en 2013. Un beau bébé de 3,8 kg, avec des yeux bleus comme son père et les cheveux châtains de sa mère. Aurélie était aux anges. Elle m'appelait tous les jours pour me raconter les progrès du bébé, ses premiers sourires, ses premiers gazouillis. Elle semblait épanouie, comblée, heureuse. Emma est née en 2016, une petite fille parfaite, avec des boucles brunes et des fossettes adorables. Aurélie était une mère formidable, attentive, patiente, aimante. Elle passait des heures à jouer avec ses enfants, à leur lire des histoires, à les emmener au parc. Mais elle avait changé. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose de subtil, de presque imperceptible, mais de profond. Elle ne m'appelait plus aussi souvent. Les coups de téléphone quotidiens étaient devenus hebdomadaires, puis mensuels, puis occasionnels. Quand je lui téléphonais, elle répondait souvent d'une voix pressée, distraite, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « Je ne peux pas parler longtemps, maman. Damien va rentrer. Je te rappelle plus tard, d'accord? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je suis juste fatiguée. » Quand je venais leur rendre visite, c'était toujours planifié des semaines à l'avance.
Damien préfère savoir à l'avance quand on a des invités. Il aime que la maison soit impeccable. Les visites surprises n'existaient plus. La dernière fois que j'avais débarqué sans prévenir, c'était il y a 5 ans. Et Damien m'avait ouvert la porte avec un sourire crispé en disant « Françoise, quelle surprise ! Malheureusement, Aurélie est souffrante. Elle s'est couchée tôt. Peut-être une autre fois ?» Elle ne sortait plus avec ses amies. Toutes ses copines qu'elle avait depuis l'école, depuis la fac, depuis ses premiers jobs. Sophie, Marie, Camille, Julie. Je n'ai plus le temps. Les enfants me prennent toute mon énergie. Et puis, Damien travaille tard. Je dois être à la maison pour l'accueillir. Une par une, ses amies avaient disparu de sa vie. La dernière fois que j'avais demandé des nouvelles de Sophie, sa meilleure amie depuis le lycée, Aurélie m'avait répondu d'un ton vague « Oh, Sophie, on s'est perdu de vue. Tu sais comment c'est. » Elle avait arrêté de travailler. Aurélie avait été graphiste freelance. Elle adorait son métier. Elle créait des logos, des affiches, des sites web. Elle avait du talent, de la créativité, de l'ambition. Mais après la naissance d'Emma, elle avait tout arrêté. Moi, c'est mieux pour les enfants d'avoir leur mère à la maison. Damien gagne assez d'argent pour nous deux. Je préfère me consacrer à ma famille. Quand je lui avais demandé si elle ne regrettait pas son travail, elle avait haussé les épaules avec un sourire triste. C'était juste un hobby. Ce n'était pas important. Je me souviens d'une conversation que nous avions eue, il y a peut-être 3 ans. C'était un mercredi après-midi. Aurélie était venue me voir seule, ce qui était devenu extrêmement rare. Les enfants étaient chez les parents de Damien pour quelques jours. Damien était en déplacement professionnel à Bruxelles. Nous prenions le thé dans mon salon, assise sur le canapé fleuri qu'Henri avait choisi 20 ans plus tôt. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres et faisait briller les cheveux de ma fille. Elle avait l'air fatiguée. Des cernes sous les yeux. Une pâleur inhabituelle. Une maigreur qui m'inquiétait. Et soudain, en regardant sa tasse de thé, elle m'a dit d'une voix hésitante « Maman, tu crois que c'est normal qu'un mari vérifie le téléphone de sa femme ?» Mon cœur s'est serré. « Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ?» Elle a haussé les épaules, sans lever les yeux. « Pour rien. C'est juste une question. Une amie m'a parlé de son couple. Et je me demandais... Aurélie, Damien vérifie ton téléphone ?» Elle a évité mon regard. Elle a porté sa tasse à ses lèvres, même si elle n'a pas bu. « Non, non. Enfin. Il aime juste savoir avec qui je parle. Il dit que c'est parce qu'il m'aime, qu'il s'inquiète pour moi, que c'est normal dans un couple de tout partager. C'est normal, non ?» J'aurais dû insister. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû lui dire que non, ce n'est pas normal, que l'amour ne justifie pas le contrôle, que la confiance est la base d'une relation saine. J'aurais dû voir les signes qui crevaient aux les yeux. Mais je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas croire que ma fille était malheureuse, parce que je ne voulais pas admettre que j'avais donné ma bénédiction à un monstre, parce que c'était plus facile de fermer les yeux. Les années ont passé, les visites sont devenues de plus en plus espacées, les appels de plus en plus courts. Aurélie souriait moins, elle parlait moins. Elle était devenue une ombre qui obéissait, qui se taisait, qui subissait. Et puis, il y a eu ce rêve où elle courait vers moi avec le visage couvert de bleu. Et ce mardi 14 mars, j'ai compris que le mari de ma fille la battait depuis des années. J'ai compris que mon instinct de mère avait essayé de me prévenir depuis longtemps. J'ai compris que j'avais failli, que j'avais échoué à protéger mon enfant. Mais j'ai aussi compris qu'il n'était pas trop tard.
qu'il n'est jamais trop tard. Quand je suis sortie de la maison de Damien ce matin-là, j'ai marché jusqu'au bout de la rue. Mes jambes tremblaient, mon cœur battait à tout rompre. Mes mains étaient glacées malgré le soleil de mars, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Je n'allais pas rentrer chez moi pour pleurer et me morfondre. Je n'allais pas appeler mon fils Mathieu pour lui demander conseil, pour entendre sa voix raisonnable me dire d'attendre, de réfléchir, de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Je n'allais pas attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, parce que les choses ne s'arrangent jamais d'elles-mêmes quand un homme bat sa femme. J'avais 67 ans. J'avais vécu une vie entière. J'avais vu le visage tuméfié de ma fille. Et j'allais agir. Maintenant. Tout de suite. Le commissariat de Nanterre était à 15 minutes à pied. J'ai marché vite, aussi vite que mes genoux arthritiques me le permettaient. La douleur dans mes articulations n'était rien comparée à la douleur dans mon cœur. J'ai poussé la porte vitrée du commissariat. L'odeur de café froid et de photocopie m'a prise à la gorge. Des néons blancs éclairaient une salle d'attente triste, avec des chaises en plastique vissées au sol. Je me suis approchée de l'accueil. Une jeune femme en uniforme m'a regardée par-dessus ses lunettes. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui a fait une nuit de garde et qui attend la relève. « Bonjour, madame. Je peux vous aider? Je veux signaler des violences conjugales. » Elle a hoché la tête. Son visage est devenu sérieux, attentif. Elle s'est redressée sur sa chaise. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle m'a conduite dans un couloir étroit, puis dans un bureau au fond. Des dossiers s'empilaient sur une étagère métallique. Une plante verte dépérissait sur le rebord de la fenêtre. Un homme m'attendait là, assis derrière un bureau encombré de papier. La quarantaine, les cheveux grisonnants aux tempes, un regard fatigué, mais attentif. Il portait une chemise blanche froissée et une cravate desserrée. « Bonjour, madame. Je suis le lieutenant Renaud. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise sur la chaise inconfortable face à lui. J'ai posé mon sac sur mes genoux. J'ai pris une grande inspiration. Je m'appelle Françoise Morel. Ma fille s'appelle Aurélie Garnier. Elle est mariée à Damien Garnier. Ils habitent au 17, rue des Lilas, ici à Nanterre. Ce matin, je suis allée chez eux sans prévenir. J'ai vu ma fille. Elle avait un bleu énorme sur le visage, l'œil gonflé, la lèvre fendue. Son mari m'a menacée et m'a mise dehors. Je suis certaine qu'il la bat depuis des années. Le lieutenant Renaud prenait des notes sur un carnet jaune. Son stylo grattait le papier avec un bruit régulier. « Votre fille vous a-t-elle dit explicitement que son mari la frappait? » « Non, elle a dit qu'elle était tombée dans l'escalier. Mais c'est faux. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle avait peur de lui. Une peur viscérale. La peur d'une femme qui vit avec son bourreau. Madame Morel, je comprends votre inquiétude. Vraiment. Mais sans témoignage direct de la victime, sans plainte de sa part. Lieutenant, ma fille est terrorisée. Elle ne parlera pas. Pas devant lui. Pas tant qu'il sera là pour la surveiller, pour la menacer, pour lui faire payer chaque mot qu'elle prononce. Il a posé son stylo. Il m'a regardé dans les yeux. « M'avez-vous des preuves? Des photos des blessures? Des enregistrements? Des témoins? » « Non, je n'ai pas eu le temps de prendre des photos. Mais... » Je me suis arrêtée. Une idée venait de germer dans mon esprit. Une idée folle, une idée dangereuse, mais peut-être la seule qui pouvait fonctionner. « Lieutenant, si vous venez avec moi maintenant, tout de suite, vous verrez son visage. Les bleus sont là. Ils ne vont pas disparaître en quelques heures. Vous les verrez de vos propres yeux. » Il a réfléchi.
Il a croisé les bras sur sa poitrine. « Madame Morel, nous ne pouvons pas entrer dans un domicile sans mandat ou sans que quelqu'un à l'intérieur nous laisse entrer volontairement. C'est la loi. Nous devons respecter la procédure. Et si quelqu'un crie à l'intérieur? Et si vous entendez des bruits de violence? Et si vous êtes en témoin d'une agression en cours? » Il m'a regardé longuement. Il comprenait où je voulais en venir. « Dans ce cas, nous pouvons intervenir. La loi nous autorise à entrer dans un domicile sans mandat si nous avons des raisons de croire qu'une personne est en danger immédiat. » J'ai hoché la tête lentement. J'avais compris ce qu'il fallait faire. « Alors, venez avec moi. Je vais retourner chez ma fille. Je vais sonner à la porte. Je vais parler à Damien. Je vais lui dire ce que je pense de lui. Et il va réagir. Croyez-moi, lieutenant, il réagit toujours. C'est un homme qui ne supporte pas qu'on le défie. Un homme qui ne tolère pas qu'on lui tienne tête. Quand une femme de 67 ans l'insulte devant sa femme, il perd le contrôle. C'est plus fort que lui. » Le lieutenant Renaud a froncé les sourcils. Il s'est penché en avant. « Madame, ce que vous proposez est dangereux. Extrêmement dangereux. Cet homme pourrait vous faire du mal. Je sais, mais c'est ma fille, ma seule fille, et je refuse de la laisser mourir à petit feu dans cette maison. J'ai 67 ans, lieutenant. J'ai vécu ma vie. J'ai perdu mon mari. J'ai travaillé pendant 35 ans comme infirmière. J'ai vu des gens souffrir et mourir. Je n'ai plus peur de grand-chose. Mais j'ai peur pour ma fille. Et cette peur est plus forte que tout. » Il y a eu un long silence. Je voyais le lieutenant réfléchir, peser le pour et le contre, calculer les risques. Puis il s'est levé. « D'accord. Je vais prendre 2 agents avec moi. Nous vous suivrons à distance, dans une voiture banalisée. Une voiture banalisée. Vous irez sonner à la porte. Si les choses dégénèrent, si vous entendez des cris, si vous voyez quoi que ce soit qui indique une violence en cours, sortez immédiatement. Nous interviendrons. Mais Madame Morel, soyez prudente. Ne prenez pas de risques inutiles. » « Compris. Merci, lieutenant. » Il m'a tendu sa carte. « Mon numéro de portable. Appelez-moi quand vous serez en position. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. De quelle ville? De quel pays? Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me touche de savoir que cette histoire traverse les frontières, qu'elle résonne dans le cœur de femmes et d'hommes, partout dans le monde. Nous avons pris 2 voitures. Moi dans la mienne, une vieille Peugeot 208 grise que j'avais achetée d'occasion il y a 10 ans et qui avait plus de 150 000 kilomètres au compteur. Le lieutenant Renaud et 2 agents en civil dans une voiture banalisée. Une Renault Mégane noire aux vitres teintées. J'ai conduit jusqu'à la rue des Lilas. Mes mains tremblaient sur le volant. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Mais ma détermination était intacte. Je me suis garée à une 50aine de mètres de la maison, de l'autre côté de la rue. La voiture des policiers s'est arrêtée plus loin, presque invisible. J'ai coupé le moteur. J'ai regardé la maison. Cette maison que j'avais visitée des dizaines de fois. Cette maison où mes petits-enfants avaient grandi. Cette maison où ma fille vivait un enfer. C'était une belle maison, objectivement. 2 étages, un crépi blanc, des volets bleus, un jardin bien entretenu avec des rosiers le long de l'allée. Le genre de maison qu'on voit dans les publicités pour les assurances-vie ou les prêts immobiliers. Le genre de maison qui crie « famille heureuse »,« réussite sociale »,« vie parfaite ». Mais je savais maintenant que derrière ces murs, il n'y avait pas de bonheur. Il n'y avait que des cris, des coups, des larmes, de la peur. Mon téléphone a vibré. Un message du lieutenant Renaud. « Nous sommes en position. Quand vous êtes prête. »
J'ai respiré profondément. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai pensé à Aurélie, à son visage meurtri, à ses yeux pleins de terreur, à ses enfants, Lucas et Emma, qui grandissaient dans cette maison de violence, qui voyaient leur mère pleurer, qui entendaient les cris la nuit. J'ai pensé à Henri, mon mari, mort depuis 15 ans, à ce qu'il aurait fait s'il avait été là. Henri n'était pas un homme violent, mais c'était un homme juste. Il n'aurait jamais accepté qu'un homme lève la main sur sa fille. Il aurait agi, sans hésiter. Et moi, Françoise Morel, 67 ans, veuve, retraitée, avec mes genoux qui me font mal et mes cheveux gris, j'allais agir à sa place. J'ai ouvert la portière. Je suis sortie de la voiture. J'ai marché vers la maison. Chaque pas me rapprochait de la confrontation. Chaque pas était un pas vers l'inconnu. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas comment Damien allait réagir. Je ne savais pas si mon plan allait fonctionner. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Que je ne pouvais pas abandonner ma fille. Que je devais essayer. J'ai poussé le petit portail en fer forgé. J'ai remonté l'allée bordée de rosiers. Les fleurs n'étaient pas encore écloses. C'était trop tôt dans la saison. Mais les buissons étaient soigneusement taillés, les mauvaises herbes arrachées, le gravier ratissé. Damien aimait que tout soit parfait, impeccable, sous contrôle. Je me suis arrêtée devant la porte d'entrée. Une porte en bois massif, peinte en bleu marine, avec un heurtoir en laiton en forme de tête de lion. J'ai sonné. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis la rue. Rien. J'ai sonné à nouveau. Plus longtemps cette fois. Plus insistant. Des bruits à l'intérieur. Des voix. Une voix d'homme, irritée. Une voix de femme, suppliante. Des pas. La porte s'est ouverte. Damien. Il avait changé de vêtements depuis ce matin. Il portait maintenant un jean et un polo bleu clair. Il s'était coiffé. Il avait l'air presque présentable, presque normal. Mais quand il m'a vue, son visage s'est décomposé. La surprise, l'incrédulité, puis la colère. Cette colère froide que j'avais vue ce matin, mais plus intense encore, plus dangereuse. Vous? Encore? Je vous ai dit de partir. Je vous ai dit de ne plus jamais revenir sans prévenir. Et moi, je t'ai dit que ça allait s'arrêter. Il a fait un pas vers moi, menaçant. Ses poings étaient mairés le long de son corps. Françoise, vous commencez sérieusement à m'énerver. Vous ne comprenez pas le français? Je vous ai dit de partir, de dégager, de nous foutre la paix. Tant mieux si je t'énerve. Parce que toi, Damien, tu me dégoûtes depuis des années. Ses yeux se sont écarquillés. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? Tu as très bien entendu. Tu me dégoûtes. Tu es un lâche. Un homme qui bat sa femme est un lâche. Un moins que rien. Un déchet. Un misérable petit homme qui a besoin de frapper quelqu'un de plus faible que lui pour se sentir puissant. Chuké? Son visage est devenu rouge. Les veines de son cou ont gonflé. Je voyais sa mâchoire se crisper, ses dents se serrer. « Fermez votre gueule !» Non, je ne fermerai pas ma gueule. J'ai fermé ma gueule pendant 12 ans. J'ai regardé ailleurs pendant 12 ans. J'ai laissé ma fille souffrir pendant 12 ans, parce que j'avais peur de voir la vérité. Mais c'est terminé. Aujourd'hui, je parle. Et tu vas m'écouter. Il tremblait de rage maintenant. Ses narines frémissaient. Sa respiration était saccadée. Ma fille a peur de toi. Mes petits-enfants vivent dans la terreur. Et toi, tu te crois fort? Tu n'es rien, Damien. Tu n'es qu'un monstre. Un monstre qui se cache derrière ses costumes bien coupés et ses sourires charmeurs. Mais je te vois maintenant.
Je vois ce que tu es vraiment. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix d'Aurélie. « Maman ? Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle était apparue derrière Damien, dans l'encadrement de la porte. Elle portait les mêmes vêtements que ce matin. Son visage était toujours tuméfié, mais elle avait essayé de cacher les bleus sous une couche de maquillage. Le résultat était pathétique. Le fond de teint craquelait sur les contusions, soulignant ce qu'il était censé dissimuler. « Aurélie, viens avec moi. Maintenant. Prends les enfants et viens. Tu n'as pas à rester ici une seconde de plus. » Damien s'est retourné vers elle. Sa voix était un sifflement. « Rentre à l'intérieur. Tout de suite. » « Non. » J'ai élevé la voix. « Aurélie, reste là. Ne bouge pas. » Damien m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue sur le visage d'un être humain. Une haine pure, absolue, dévorante. « Vous !» Il crachait les mots plus qu'il ne les prononçait. « Vous allez foutre le camp de ma propriété. Et si vous revenez encore une fois, si vous osez encore mettre les pieds ici, je vous promets que... » « Tu me promets quoi, Damien? Tu vas me frapper moi aussi? Vas-y, frappe-moi. Montre à tout le monde ce que tu es vraiment. Montre à tes voisins, qui regardent peut-être par la fenêtre en ce moment. Montre à ta femme. Montre à tes enfants. Montre à toi-même. Frappe une vieille femme de 67 ans. Prouve que tu es un homme. » Il a levé la main. Son poing serré, prêt à frapper. « Damien, non !» C'était Aurélie. Elle s'était jetée entre nous, les bras écartés, le corps tremblant. Elle protégeait sa mère. Ma fille, ma petite fille, se mettait entre moi et son bourreau. Et là, tout s'est passé très vite. Trop vite pour que je puisse tout comprendre sur le moment. Damien, aveuglé par la rage, aveuglé par des années de violence impunie, aveuglé par sa propre conviction qu'il était intouchable, a voulu écarter Aurélie de son chemin. Mais son geste était violent, trop violent. Il ne l'a pas simplement poussée, il l'a frappée, de toute sa force. Le revers de sa main a claqué contre la joue de ma fille, celle qui était déjà meurtrie, et le bruit a résonné dans le silence de la rue. Ma fille est tombée. Elle a trébuché, a perdu l'équilibre, et s'est effondrée sur le perron, sa tête heurtant le bord de la marche en pierre. « Aurélie !» J'ai hurlé, un hurlement de pure terreur, le hurlement d'une mère qui voit son enfant blessé. Et c'est là que j'ai entendu des pas qui couraient, des pas lourds sur le gravier de l'allée. « Police ! Ne bougez plus !» Le lieutenant Renaud et les 2 agents sont apparus. Ils avaient tout vu. Ils avaient vu Damien lever la main. Ils avaient vu Damien frapper ma fille. Ils avaient été témoins de la violence. Damien s'est figé. Son visage est passé de la rage à l'incompréhension, puis à la peur. « Qu'est-ce que... Comment ? Monsieur Damien Garnier, vous êtes en état d'arrestation pour violence conjugale. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Un des agents l'a attrapé par le bras et l'a retourné face au mur. L'autre lui a passé les menottes. Le métal a cliqué autour de ses poignets. Damien criait, hurlait, vociférait. « C'est un piège. Elle m'a piégé. Cette vieille folle m'a tendu un piège. Vous n'avez pas le droit. C'est ma maison. C'est ma femme. Je vais porter plainte. Je vais vous faire virer. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Mais personne ne l'écoutait. Personne ne lui prêtait attention. Je me suis précipitée vers Aurélie. Elle était assise sur le perron, la main sur la joue, le visage baigné de larmes. Du sang coulait d'une petite entaille sur son front, là où elle avait heurté la pierre. « Ma chérie, tu vas bien ?» Elle m'a regardée, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années.
quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Maman, maman !» Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée contre moi fort, si fort. Je sentais son corps trembler contre le mien. Je sentais ses larmes mouiller mon chemisier. Je sentais son cœur battre, vite, trop vite. « C'est fini, ma chérie, c'est fini. Il ne te fera plus jamais de mal, plus jamais. » Elle sanglotait contre mon épaule. Des années de terreur qui s'échappaient enfin. Des années de silence brisé. Des années de souffrance qui trouvaient enfin une issue. Les enfants sont apparus à la porte. Lucas et Emma. Ils regardèrent la scène, les yeux écarquillés, le visage pâle. Lucas tenait la main de sa petite sœur, protecteur malgré ses 10 ans. « Mamie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les policiers emmènent papa ?» J'ai tendu ma main libre vers eux. « Venez, mes chéris. Venez près de mamie. On va partir. On va aller chez mamie. Tout va bien se passer. » Lucas a regardé son père, menotté, poussé vers la voiture de police. Damien se débattait encore, criait encore, maudissait encore. « Papa !» Damien a tourné la tête vers son fils. Et même dans ce moment, même les mains dans le dos, même humilié devant ses voisins qui commençaient à sortir de chez eux pour voir ce qui se passait, il a trouvé la force de crier. « Lucas, dis-leur que je n'ai jamais fait de mal à ta mère. Dis-leur que c'est un mensonge. » Mais Lucas n'a rien dit. Il a regardé son père pendant quelques secondes, le visage indéchiffrable. Puis il a baissé les yeux. Il a pris la main de sa petite sœur plus fermement. Et il s'est approché de moi. « Mamie, on peut y aller maintenant, s'il te plaît ?» J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mon chéri, on y va. » Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon. La police, les dépositions, les médecins qui ont examiné Aurélie et photographié ses blessures sous toutes les coutures. Les travailleurs sociaux qui ont parlé aux enfants avec des voix douces et des sourires rassurants. Aurélie était en état de choc. Elle répondait aux questions d'une voix monocorde, le regard vide, fixé sur un point invisible devant elle. Mais elle parlait, enfin, après des années de silence. La première fois, c'était 3 mois après le mariage. J'avais oublié de repasser sa chemise pour une réunion importante. Il est rentré, il a vu la chemise froissée et il m'a giflé. Fort, tellement fort que je suis tombée. Il s'est excusé après. Il a pleuré. Il s'est mis à genoux. Il a dit que c'était à cause du stress au travail, que ça n'arriverait plus jamais, qu'il m'aimait plus que tout au monde. Je l'ai cru. J'ai voulu le croire. Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue meurtrie. Puis c'est revenu, de plus en plus souvent, pour des raisons de plus en plus absurdes. Le dîner était froid. La maison n'était pas assez propre. Les enfants faisaient trop de bruit. J'avais regardé un autre homme dans la rue. J'avais parlé trop longtemps au téléphone avec ma mère. J'avais dépensé trop d'argent au supermarché. N'importe quoi pouvait déclencher sa colère. Le lieutenant Renaud prenait des notes. Son visage était grave, concentré. « Pourquoi vous n'avez jamais porté plainte, Madame Garnier ?» Aurélie a ri. Un rire amer, douloureux, qui ressemblait à un sanglot, parce qu'il m'avait convaincu que c'était ma faute, que je le provoquais, que si j'étais une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure femme, il ne serait pas obligé de me corriger. Il disait que c'était pour mon bien, qu'il m'aimait tellement qu'il ne supportait pas mes défauts, qu'il voulait juste m'aider à devenir meilleure. Elle a regardé ses mains, posées sur ses genoux. Et puis, j'avais peur. Peur pour mes enfants. Il disait que si je partais, si j'osais le quitter, il obtiendrait la garde.
Il connaît des avocats puissants. Il a de l'argent. Il a des relations. Il disait que personne ne me croirait, que j'étais une femme hystérique, instable, incapable de s'occuper de ses enfants. Il disait que si je parlais à qui que ce soit, il me détruirait, qu'il me prendrait tout, qu'il me laisserait sur la paille. Et je l'ai cru. Pendant 12 ans, je l'ai cru. J'ai serré la main de ma fille. C'est fini maintenant. Tu n'es plus seule. Tu ne seras plus jamais seule. Mais ce n'était pas fini. Pas vraiment. Ce n'était que le début. Damien a été placé en garde à vue, puis présenté au procureur le lendemain matin, puis, à ma stupéfaction totale, relâché sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Comment ça, relâché? Il a frappé ma fille devant des policiers. Il y a des témoins, il y a des preuves. Comment peut-on le relâcher? L'avocate d'Aurélie, une femme remarquable nommée Maître Lefebvre, m'a expliqué avec patience. Madame Morel, le système judiciaire français fonctionne ainsi. Damien Garnier n'a pas de casier judiciaire. C'est sa première infraction enregistrée. Il a un emploi stable, des revenus réguliers, des attaches familiales. Le juge a estimé qu'il ne représentait pas un danger de fuite et qu'il pouvait attendre son procès en liberté, à condition de respecter certaines obligations. Il a interdiction d'approcher le domicile conjugal. Il a interdiction d'entrer en contact avec Aurélie et les enfants. Il doit pointer au commissariat 2 fois par semaine. Et s'il ne respecte pas ces interdictions? S'il vient chez moi? S'il essaie de voir les enfants? Alors, il sera immédiatement incarcéré. Mais pour l'instant, la loi est ce qu'elle est. J'ai secoué la tête, incrédule. Ce n'est pas suffisant. Cet homme est dangereux. Il est imprévisible. Il est capable de tout. Je sais, Madame Morel. Croyez-moi, je sais. Mais nous devons travailler dans le cadre de la loi. Et la loi, parfois, n'est pas aussi protectrice qu'on le voudrait. Aurélie et les enfants sont venus vivre chez moi. Ma maison à Vincennes n'était pas immense. 3 chambres, un salon, une cuisine, un petit jardin avec un cerisier que mon mari avait planté 30 ans plus tôt. Mais c'était suffisant. C'était un refuge. C'était un endroit sûr. Lucas a pris la chambre d'amis, celle où je rangeais mes cartons de vieux livres et les souvenirs d'Henri. J'ai tout débarrassé en une journée. J'ai acheté des draps neufs à motifs de dinosaures. J'ai accroché au mur un poster de son équipe de foot préférée. Emma a dormi avec sa mère, dans l'ancienne chambre d'Aurélie. La chambre était restée presque identique depuis qu'elle avait quitté la maison pour vivre avec Damien. 12 ans plus tôt. Les mêmes rideaux roses, les mêmes étagères, avec ses livres de jeunesse, les mêmes photos de classe sur le mur. Aurélie avait pleuré en y entrant. C'est comme si je revenais en arrière. Avait-elle murmuré, comme si les 12 dernières années n'avaient jamais existé. Les premières nuits ont été difficiles. Aurélie se réveillait en hurlant. Elle faisait des cauchemars terribles. Des cauchemars où Damien la poursuivait, où il l'attrapait, où il la frappait encore et encore. Elle se réveillait trempée de sueur, le cœur battant, persuadée qu'il était là, dans la maison, qu'il avait trouvé un moyen d'entrer. Elle entendait des bruits et paniquait. Le vent qui faisait craquer une branche contre la fenêtre, le chat du voisin qui miaulait dans le jardin, une voiture qui passait dans la rue. Chaque son la faisait sursauter, chaque ombre la terrifiait. Un soir, vers 3 heures du matin, je l'ai trouvée assise dans le salon, dans le noir, fixant la porte d'entrée. Elle avait un couteau de cuisine sur les genoux. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là ?» « Je surveille, au cas où il viendrait. »« Il ne viendra pas, Aurélie. Il n'a pas le droit.
S'il met un pied dans cette rue, la police l'arrêtera. Il n'avait pas le droit de me frapper non plus. Ça ne l'a pas empêché de le faire pendant 12 ans. Je n'ai pas su quoi répondre. Parce qu'elle avait raison. Le droit, la loi, les interdictions. Tout ça n'avait aucun sens pour un homme comme Damien. Un homme qui se croyait au-dessus des règles. Un homme qui pensait que tout lui était dû. Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé. J'ai posé ma main sur la sienne, sur la main qui tenait le couteau. « Donne-moi ça, ma chérie. On va le ranger à la cuisine. Et on va rester là ensemble, toi et moi, jusqu'à ce que le soleil se lève. D'accord ?» Elle a hoché la tête. Elle m'a tendu le couteau. Et nous sommes restés là dans le noir, à attendre l'aube. Les semaines ont passé. Le procès approchait. Maître Lefebvre préparait le dossier avec une détermination qui me rassurait. Il y avait les photos des blessures d'Aurélie, prises à l'hôpital le jour de l'arrestation. Il y avait les témoignages des voisins. Plusieurs d'entre eux avaient finalement accepté de parler, racontant les cris qu'ils avaient entendus à travers les murs, les bleus qu'ils avaient parfois aperçus sur le visage d'Aurélie. Il y avait les messages que Damien avait envoyés à Aurélie au fil des années. Des messages de menaces. Si tu parles à ta mère de nos affaires, tu vas le regretter. Des messages de manipulation. Tu sais que je t'aime. Je fais tout ça pour nous, pour notre famille. Tu devrais me remercier au lieu de te plaindre. Des messages de contrôle. Où es-tu? Avec qui? Envoie-moi une photo tout de suite. Je veux voir où tu es. Et il y avait le témoignage des enfants. Lucas et Emma avaient été entendus par un psychologue spécialisé dans les violences familiales. Une femme douce et patiente qui avait su les mettre en confiance, les faire parler. Ce qu'ils avaient raconté m'avait brisé le cœur. Papa crie beaucoup. Il crie sur maman. Des fois, il la pousse. Une fois, je l'ai vue la taper. Elle est tombée par terre. Elle pleurait. Maman a dit que c'était un accident, qu'elle avait glissé. Mais moi, j'ai vu. C'était pas un accident. Papa l'avait tapé. Fort. C'était Lucas, mon petit-fils de 10 ans. Un enfant qui n'aurait jamais dû voir ça. Un enfant qui avait grandi dans la peur et le mensonge. Et Emma, 7 ans. Maman pleure souvent. Elle dit que c'est parce qu'elle est fatiguée. Mais moi, je sais que c'est papa qui l'a fait pleurer. Des fois, la nuit, j'entends des bruits dans la chambre de papa et maman. Des bruits forts. Et après, maman pleure. Je voudrais que papa arrête de faire pleurer maman. C'est pas gentil de faire pleurer les gens. Quand j'ai lu ces témoignages, quand j'ai entendu les mots de mes petits-enfants, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, de tristesse, de culpabilité. Comment avais-je pu ne rien voir pendant toutes ces années? Comment avais-je pu laisser mes petits-enfants grandir dans cette maison de terreur? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Connaissez-vous quelqu'un qui a traversé ce cauchemar? Les histoires de violence conjugale sont malheureusement trop fréquentes. Trop de femmes souffrent en silence. Trop d'enfants grandissent dans la peur. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Parfois, parler est le premier pas vers la guérison. 1 mois avant le procès, les choses ont pris une tournure inattendue. Damien a commencé à envoyer des lettres. Pas à Aurélie. Il n'en avait pas le droit légalement. À moi. La première est arrivée un mardi matin, dans ma boîte aux lettres, entre une facture d'électricité et un prospectus pour une pizzeria. Une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Juste mon nom écrit à la main d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue. L'écriture de Damien. Ces lettres anguleuses, penchées vers la droite, que j'avais vues sur tant de cartes d'anniversaire et de vœux de Noël au fil des années. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une feuille de papier blanc,
dactylographiée. Françoise, vous avez détruit ma famille. Vous avez monté ma femme contre moi. Vous avez retourné mes enfants contre moi. Vous avez ruiné ma vie, ma carrière, ma réputation. Je ne vous pardonnerai jamais. Un jour, d'une manière ou d'une autre, vous paierez pour ce que vous avez fait. Damien. J'ai montré la lettre à Maître Lefebvre. C'est du harcèlement. Nous pouvons l'ajouter au dossier. Ça prouve qu'il ne respecte pas l'esprit du contrôle judiciaire, même s'il respecte techniquement la lettre. D'autres lettres ont suivi. Une par semaine, régulièrement, comme un rendez-vous macabre. De plus en plus menaçante. Vous croyez que vous avez gagné. Vous n'avez rien gagné du tout. Aurélie reviendra vers moi. Elle revient toujours. Elle sait qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Elle sait qu'elle n'est rien sans moi. Et quand elle reviendra, vous ne la reverrez plus jamais. Je vous le promets. Je sais où vous habitez. 27, rue des Cerisiers, Vincennes. Je sais à quelle heure vous sortez le matin pour faire vos courses. Entre 9h et 10h, au carrefour du centre-ville. Je sais que vous prenez le bus 115 pour aller voir votre médecin le jeudi. Je sais tout de vous. Je vous observe. Vous n'auriez jamais dû vous mêler de ma vie. Vous n'auriez jamais dû entrer chez moi ce jour-là. Vous auriez dû écouter quand je vous ai dit de partir. Maintenant, il est trop tard. Aurélie était terrifiée. « Maman, il faut qu'on parte, qu'on déménage, qu'on aille loin, très loin. Il va nous trouver, il va nous faire du mal. » Non, on ne fuit pas. Si on fuit, il gagne. Il nous aura chassés de nos vies, de notre maison, de notre ville. Je refuse de lui donner cette satisfaction. Mais au fond de moi, j'avais peur. Une peur viscérale, animale. Pas pour moi. À 67 ans, j'avais vécu ma vie. J'avais connu l'amour avec Henri. J'avais élevé 2 enfants merveilleux. J'avais eu une carrière épanouissante. Si je devais mourir demain, je pourrais partir sans trop de regrets. Mais pour Aurélie, pour les enfants, la peur me rongeait. La nuit, je restais éveillée, l'oreille tendue, guettant le moindre bruit suspect. Le jour, je regardais par la fenêtre avant de sortir, vérifiant qu'il n'y avait pas de voiture suspecte garée dans la rue. Un soir, alors que je rentrais des courses, j'ai vu une silhouette devant ma maison, un homme, debout sur le trottoir d'en face, qui regardait mes fenêtres. Il faisait presque nuit, mais la lumière d'un réverbère éclairait son visage. Damien. Mon sang s'est glacé. Il était là, immobile, les mains dans les poches, me fixant avec un sourire qui m'a donné la nausée. Un sourire de défi. Un sourire qui disait « Tu vois, je suis là. Je peux venir quand je veux. Tu ne peux rien contre moi. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Ma voix tremblait tellement que j'ai dû répéter mon adresse 3 fois. Le temps qu'ils arrivent, 10 minutes plus tard, il était parti, disparu dans la nuit. Mais madame, êtes-vous absolument sûre que c'était lui? Absolument sûre. Je le reconnaîtrai entre 1000. Nous allons renforcer les patrouilles dans le quartier. Et nous allons l'interroger, vérifier son alibi. Mais rien n'a été fait. Damien a nié. Il prétendait qu'il était chez lui ce soir-là, devant la télévision. Il n'y avait pas de témoins, pas de caméra de surveillance dans ma rue. Aucune preuve. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le salon, toutes lumières éteintes, assise dans le fauteuil d'Henri, une batte de baseball posée contre l'accoudoir. C'était une vieille batte qui appartenait à mon fils Mathieu quand il était adolescent, du temps où il rêvait de devenir joueur professionnel, avant de se tourner vers des études de droit. Et j'ai attendu que quelque chose se passe. Attendu qu'il essaie d'entrer.
attendu une confrontation qui ne viendrait peut-être jamais, parce que Damien était malin. Assez malin pour terroriser sans laisser de traces. Assez malin pour rester juste en dessous de la limite légale. Assez malin pour nous faire vivre dans la peur sans jamais se faire prendre. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que sa malice allait se retourner contre lui. Le procès a eu lieu le 15 juin, 3 mois après cette journée de mars qui avait tout changé. Le tribunal de Nanterre était plein. Des journalistes locaux étaient présents. L'affaire avait attiré l'attention des médias après qu'un article était paru dans Le Parisien. Une mère de 67 ans sauve sa fille des griffes de son mari violent. C'était le titre. Un titre que je n'aurais jamais imaginé lire un jour. Damien est arrivé avec son avocat, un homme sec en costume rayé qui ressemblait à un requin. Damien portait un costume bleu marine, impeccable, une cravate sobre, des chaussures cirées. Il s'était rasé de près. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il avait l'air d'un homme respectable, d'un père de famille modèle, d'un citoyen irréprochable. Mais quand ses yeux ont croisé les miens, quand nos regards se sont accrochés pendant une fraction de seconde, j'ai vu la vérité, la haine, la rage contenue, la promesse de vengeance, le monstre derrière le masque de civilité. L'audience a commencé à 10 heures précises. Le procureur, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et au regard perçant, a présenté les preuves. Les photos des blessures d'Aurélie, projetées sur un écran, agrandies, impossibles à ignorer. Le bleu sur la joue, l'œil tuméfié, la lèvre fendue. D'autres photos aussi, prises lors d'un examen médical complet. Des hématomes anciens sur les bras, sur les côtes, sur les cuisses. Des traces de violence répétées, étalées sur des années. Les témoignages des voisins. Monsieur et Madame Dupont, qui habitaient la maison mitoyenne. On entendait des cris parfois, tard le soir. Des bruits de choses qui cassaient. Une fois, on a entendu Madame Garnier supplier. Elle disait « Arrête, Damien, arrête !» On aurait dû faire quelque chose. On aurait dû appeler la police. Mais on s'est dit que c'était leur vie privée, que ça ne nous regardait pas. On a eu tort. Les rapports des médecins, les témoignages des psychologues qui avaient parlé aux enfants. Et surtout le témoignage des 3 policiers qui avaient vu Damien frapper ma fille de leurs propres yeux, en plein jour, devant sa maison. L'avocat de Damien a tenté de minimiser, de retourner la situation, de transformer le bourreau en victime. Mon client regrette profondément ce qui s'est passé ce jour-là. Il était sous pression. Sa belle-mère était venue chez lui sans prévenir. Elle l'avait provoqué, insulté, menacé. Il a perdu le contrôle pendant une fraction de seconde. Un geste malheureux, regrettable, mais qui n'est absolument pas représentatif de l'homme qu'il est. Damien Garnier est un père aimant, un époux dévoué, un professionnel respecté. Il ne mérite pas d'être traité comme un criminel à cause d'un moment d'égarement. Le procureur a répondu d'une voix tranchante. Une fraction de seconde ? Madame Garnier a subi des violences pendant 12 ans. 12 années de coups, de menaces, de terreur quotidienne. Les examens médicaux révèlent des traumatismes anciens, des fractures mal soignées, des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. Cet homme n'a pas perdu le contrôle. Il contrôlait tout, sa femme, ses enfants, sa maison, sa vie. Chaque aspect de l'existence de sa famille était sous sa domination. Ce n'est pas un moment d'égarement, c'est un système de violence et de contrôle. Puis Aurélie a témoigné. Ma fille s'est levée de son siège. Elle tremblait visiblement. Elle était pâle, amaigrie, les yeux cernés.
mais elle s'est avancée vers la barre. Elle a posé sa main sur le micro. Elle a regardé le juge, puis Damien, puis moi. Et elle a parlé. La première fois qu'il m'a frappée. J'avais 25 ans. Nous étions mariés depuis 3 mois. J'avais oublié de repasser sa chemise pour une réunion importante. Il est rentré du travail. Il a vu la chemise froissée pendue dans l'armoire. Et il m'a giflé, tellement fort que je suis tombée. Ma tête a heurté le coin de la table de nuit. J'ai eu une bosse énorme. J'ai dû dire à tout le monde que j'avais glissé dans la salle de bain. Elle a marqué une pause. Sa voix tremblait, mais elle continuait. Il s'était excusé après. Tellement. Il avait pleuré comme un enfant. Il s'était mis à genoux devant moi. Il avait dit que c'était à cause du stress au travail, qu'il traversait une période difficile, que ça n'arriverait plus jamais, qu'il m'aimait plus que tout au monde. Et je l'ai cru. Je voulais tellement le croire. Je voulais tellement que notre mariage fonctionne, que notre vie ensemble soit belle. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour puiser des forces. Puis c'est revenu. Au début, c'était rare. Une fois tous les quelques mois. Toujours avec une excuse. Le stress, la fatigue, l'alcool. Ma faute surtout. Ma faute parce que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Ma faute parce que je n'avais pas fait quelque chose qu'il fallait faire. Ma faute. Toujours ma faute. Sa voix s'est durcie. Et au fil des années, c'est devenu de plus en plus fréquent, de plus en plus violent. Il ne se contentait plus de gifles. Il me poussait contre les murs. Il me traînait par les cheveux. Il me donnait des coups de poing dans le ventre, là où ça ne se voyait pas. Il serrait ses mains autour de mon cou jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Des murmures ont parcouru la salle. Le juge a frappé son marteau pour demander le silence. Et le pire de tout, ce n'était pas les coups, c'était les mots. Les mots qu'il me disait après. « Tu es nul, tu es moche, tu es stupide, personne ne voudrait de toi. Tu as de la chance de m'avoir, sans moi tu serais rien, tu serais à la rue, tu mourrais seul comme un chien. » Elle a regardé Damien. Pour la première fois depuis le début de son témoignage, elle l'a regardé en face. Et je l'ai cru. Pendant 12 ans, j'ai cru chaque mot. J'ai cru que j'étais nulle, moche, stupide. J'ai cru que personne ne voudrait de moi. J'ai cru que j'avais de la chance de l'avoir. Parce qu'il me l'avait dit tellement de fois que c'était devenu ma réalité. Elle s'est retournée vers le juge. Mes enfants ont grandi dans cette maison. Ils ont entendu les cris. Ils ont vu leur mère pleurer. Ils ont appris à avoir peur de leur père. Ils ont appris que la violence était normale, que l'amour faisait mal, que les hommes frappaient et que les femmes subissaient. Sa voix s'est brisée. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. D'avoir laissé mes enfants grandir dans ce cauchemar. D'avoir été trop faible pour partir. D'avoir été trop peur pour parler. Elle a essuyé ses larmes. Mais aujourd'hui, je suis là, debout. Je parle, parce que ma mère ne m'a pas abandonnée. Elle a vu ce que personne d'autre ne voulait voir. Elle a fait ce que je n'avais pas le courage de faire. Elle m'a sauvé la vie. Et grâce à elle, grâce à son courage, mes enfants et moi, nous sommes libres. Elle s'est rassise à côté de moi. J'ai pris sa main. Je l'ai serrée fort. Et j'ai pleuré. Damien a témoigné ensuite. Il a joué son rôle à la perfection. Le mari incompris. L'homme victime d'une belle-mère hostile. Le père aimant qu'on empêchait de voir ses enfants. Aurélie exagère. Ce n'était pas aussi grave qu'elle le dit. Nous avions des disputes, comme tous les couples. Parfois, les discussions s'envenimaient. Parfois, je haussais le ton. Mais je ne l'ai jamais battue. Jamais. Ce jour-là, j'étais en colère. Ma belle-mère était venue chez moi sans prévenir.
Elle m'avait insulté, provoqué, menacé. J'ai fait un geste malheureux pour écarter Aurélie de mon chemin. Ma main l'a touchée, accidentellement. Je le regrette infiniment. Mais ce n'était pas de la violence conjugale. C'était un accident, un terrible accident. Le procureur l'a regardé avec un mépris non dissimulé. Un accident, monsieur Garnier. Nous avons 3 policiers qui ont vu de leurs propres yeux votre main frapper le visage de votre femme. Ce n'était pas un geste pour l'écarter. C'était un coup, violent, délibéré. Nous avons des photos de blessures qui ne correspondent pas à une chute dans l'escalier ou à un accident de salle de bain. Nous avons le témoignage de vos propres enfants, qui racontent des années de violence. Nous avons des voisins qui ont entendu des cris pendant des années. Et vous parlez d'accident ? Damian a serré les poings sur la barre. Ses jointures sont devenues blanches. Je suis un bon père, un bon mari. Tout ça, c'est une conspiration. Ma belle-mère me déteste depuis toujours. Elle n'a jamais accepté que sa fille soit heureuse avec quelqu'un d'autre qu'elle. Elle a monté Aurélie contre moi. Elle a empoisonné mes enfants contre moi. Le juge l'a interrompu d'une voix sèche. Monsieur Garnier, gardez vos théories du complot pour vous. Les faits sont là, devant nous. Les preuves sont accablantes. Vos accusations ne font qu'aggraver votre cas. L'audience a duré 4 heures. 4 heures de témoignages, de preuves, d'arguments, de larmes. Puis le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu dans le couloir. Aurélie, les enfants, mon fils Mathieu qui était venu de Lyon pour soutenir sa sœur, et moi. Lucas et Emma étaient assis sur un banc, silencieux, les yeux fixés sur le sol. Ils étaient trop jeunes pour comprendre tout ce qui se passait, mais assez vieux pour sentir la gravité du moment. 1 heure plus tard, le juge est revenu. Nous sommes retournés dans la salle d'audience. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le verdict. Damien Garnier a été reconnu coupable de violences conjugales aggravées, de menaces et d'intimidation. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, à une interdiction d'approcher Aurélie et les enfants pendant 5 ans, à l'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes et à une amende de 15 000 € de dommages et intérêts. Ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez. 18 mois avec sursis pour 12 années de torture, 15 000 € pour des traumatismes qui dureraient toute une vie. Mais quand j'ai vu le visage de Damien, ce visage qui avait toujours été si sûr de lui, si arrogant, si convaincu de son invincibilité, se décomposer à l'annonce du verdict, quand j'ai vu sa mâchoire se crisper, ses yeux s'écarquiller, sa peau pâlir, quand j'ai vu les menottes se refermer sur ses poignets pour l'emmener passer quelques heures en cellule avant sa libération conditionnelle, j'ai su que nous avions gagné. Pas complètement, pas définitivement, mais suffisamment. Pour l'instant, ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait prévu. Personne n'aurait pu l'anticiper. 2 semaines après le procès, alors que nous commencions à peine à retrouver un semblant de normalité, j'ai reçu une lettre. Pas de Damien cette fois, d'une femme que je ne connaissais pas, une femme dont je n'avais jamais entendu parler. Elle s'appelait Sophie Mercier. Elle avait 34 ans, et elle était la première femme de Damien. Oui. Damien avait été marié avant Aurélie. Il ne nous l'avait jamais dit. Aurélie ne le savait pas. Moi non plus. Il avait effacé cette partie de son passé, comme on efface un fichier compromettant d'un ordinateur. Sophie m'écrivait pour me remercier. « Madame Morel, j'ai lu l'article dans Le Parisien. J'ai reconnu Damien immédiatement sur la photo. Son visage, son nom, tout m'est revenu d'un coup, comme un cauchemar dont on se réveille brutalement.
C'était mon mari il y a 15 ans. Nous n'avons été mariés que 2 ans. 2 ans d'enfer. Il me battait, il me contrôlait, il m'humiliait. Il m'avait isolée de ma famille, de mes amis, de tout le monde. J'étais seule avec lui, complètement à sa merci. Un jour, après une violence particulièrement grave, j'ai réussi à m'enfuir. Je suis partie en pleine nuit, avec juste mon sac à main et les vêtements que je portais. J'ai changé de ville, changé de nom, changé de vie, mais je n'ai jamais porté plainte. J'avais trop peur, j'avais trop honte. Et pendant 15 ans, je me suis demandé s'il avait recommencé, s'il faisait subir à une autre femme ce qu'il m'avait fait. Maintenant, je sais. Et maintenant, grâce à vous, il a été puni. Pas assez, bien sûr. Jamais assez. Mais puni quand même. Merci. Du fond du cœur, merci. J'ai montré la lettre à Aurélie. Elle l'a lue 3 fois, le visage de plus en plus pâle à chaque lecture. Il était marié avant? Il ne me l'a jamais dit. Jamais. Non, il t'a menti. Comme il mentait sur tout le reste, comme il ment probablement encore aujourd'hui. Aurélie a pleuré longtemps ce jour-là. Pas de tristesse, pas vraiment. De colère. Une colère qui brûlait comme un feu depuis trop longtemps contenu. J'aurais dû savoir. J'aurais dû me renseigner sur lui avant de l'épouser. J'aurais dû demander à voir son passé, ses ex, son histoire. J'aurais dû... Non. Je l'ai interrompu fermement. Tu n'aurais rien pu faire. Les manipulateurs comme Damien sont des experts. Ils savent exactement comment se présenter, comment séduire, comment mentir. Ils construisent une façade parfaite et personne ne voit ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Ça n'a jamais été ta faute. Sophie est venue nous rendre visite 1 mois plus tard. Elle avait fait le voyage depuis Bordeaux, où elle vivait maintenant sous un autre nom, avec un nouveau mari et 2 enfants. C'était une femme menue, aux cheveux courts, avec un regard qui avait connu la souffrance, mais qui brillait d'une force tranquille. Elle et Aurélie ont parlé pendant des heures, assises dans mon salon, pendant que je préparais du thé et des gâteaux à la cuisine. De leur expérience commune, des méthodes de Damien, toujours les mêmes. La séduction au début, l'isolement progressif, la première violence, suivie d'excuses et de promesses, l'escalade, le contrôle total, la destruction de l'estime de soi, de leur souffrance, des nuits de terreur, des jours de honte, de la culpabilité qui vous ronge même quand vous savez que vous n'avez rien fait de mal, de leur reconstruction, du long chemin pour retrouver confiance en soi, pour réapprendre à vivre sans peur, pour croire à nouveau que l'amour peut être doux, tendre, respectueux, et quelque chose de beau est né de cette horreur. Sophie et Aurélie ont décidé de créer ensemble une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, une association qui offrirait ce qu'elles n'avaient pas eu, une main tendue, une écoute bienveillante, une aide concrète pour partir, pour se reconstruire, pour vivre. L'association s'appelle Voix de femmes. Aujourd'hui, 3 ans après sa création, elle a aidé plus de 200 femmes à quitter leur conjoint violent. Elle intervient dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, dans les entreprises pour former les managers, à détecter les signes de violence chez leurs employés, dans les hôpitaux pour accompagner les victimes qui arrivent aux urgences, avec des chutes dans l'escalier qui n'en sont pas. Aurélie et Sophie parcourent la France pour raconter leur histoire, pour briser le silence, pour dire aux femmes qui souffrent « Vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas coupables. » Et il existe une sortie. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce jour-là, si j'aurais pu faire autrement.
Si j'aurais dû agir plus tôt, voir les signes plus clairement, intervenir, avant que les choses n'aillent en si loin. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? 3 ans ont passé depuis ce jour de mars où j'ai frappé à la porte de ma fille sans prévenir. 3 ans qui ont tout changé. Aurélie vit toujours avec moi. Ma maison est devenue notre maison, une maison pleine de vie, de rire, de bruit. Elle a repris son travail de graphiste. Elle a des clients réguliers maintenant, des entreprises qui apprécient son talent et sa créativité. Elle gagne sa vie. Elle est indépendante financièrement, pour la première fois depuis son mariage. Elle a changé aussi, physiquement d'abord. Elle a repris du poids, retrouvé des couleurs, recommencé à sourire vraiment, pas ces sourires de façade qu'elle arborait pendant des années pour faire croire que tout allait bien. Elle s'est coupé les cheveux, une coupe courte et moderne qui lui va à merveille. Elle a recommencé à voir ses anciennes amies, Sophie, Marie, Camille, qui l'avaient attendue pendant toutes ces années. Mais surtout, elle a retrouvé sa voix, cette voix qu'elle avait perdue, étouffée par des années de silence et de peur. Elle parle maintenant, elle donne son avis. Elle dit non quand elle n'est pas d'accord. Elle rit fort et pleure sans honte. Elle vit. Lucas a 13 ans maintenant. Il est au collège. Il joue au basket dans l'équipe de son école. Il rit souvent, de ce rire franc des adolescents qui n'ont plus peur. Il a des amis, des vrais amis, qui l'invitent à la maison pour jouer aux jeux vidéo et manger des pizzas. Il voit un psychologue 1 fois par mois pour parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il ressent, de ses peurs et de ses espoirs. Il va bien. Il va mieux chaque jour. Emma a 10 ans. Elle fait de la danse classique. Elle adore ça. Elle dessine des mangas pendant des heures dans sa chambre. Elle rêve de devenir vétérinaire pour soigner les animaux blessés. Elle a le sourire de sa mère, celui d'avant Damien, celui que je croyais avoir perdu pour toujours. Ils ne voient plus leur père. Damien a essayé de reprendre contact après la fin de son sursis, il y a 1 an. Il a envoyé des lettres, fait des demandes légales, menacé de porter l'affaire devant les tribunaux pour obtenir un droit de visite. Aurélie a refusé. Les enfants aussi. Papa nous a fait du mal, à maman et à nous. Il nous a fait vivre dans la peur pendant des années. Je ne veux plus jamais le voir. C'étaient les mots de Lucas. Des mots d'une maturité bouleversante pour un garçon de 13 ans. Des mots qui m'ont fait pleurer, mais aussi m'ont rempli de fierté. Mon petit-fils avait compris ce que beaucoup d'adultes ne comprennent pas, que l'amour ne fait pas mal, que la violence n'est jamais acceptable, que personne n'a le droit de vous faire vivre dans la peur. Damien a refait sa vie, du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Il a quitté la région parisienne après le procès, écrasé sous le poids de la honte et des regards accusateurs. Il a déménagé à Marseille. Il s'est remarié apparemment. Une autre femme. Une autre victime potentielle. J'ai pensé à la prévenir, à lui envoyer une lettre anonyme, à lui raconter ce qu'Aurélie et Sophie avaient vécu, à la mettre en garde contre l'homme qu'elle venait d'épouser. Mais Aurélie m'en a dissuadée. Maman, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas suivre Damien toute sa vie pour avertir chaque femme qu'il rencontre. On peut juste être là quand quelqu'un a besoin de nous et espérer qu'elle trouvera le courage de partir avant qu'il soit trop tard. Comme moi, j'ai trouvé ce courage grâce à toi. Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. On ne peut pas porter le poids du monde sur ses épaules. On ne peut pas se battre contre tous les monstres. On peut juste éclairer le chemin pour ceux qui cherchent la sortie. Parfois, le soir, quand la maison est calme, quand les enfants dorment et qu'Aurélie travaille sur ses projets dans sa chambre,
je m'assois dans le fauteuil d'Henri, celui où il lisait le journal le dimanche matin, et je pense à tout ce qui s'est passé. Je pense à cette journée de mars, à ce rêve qui m'avait réveillée en sueur, à cette décision d'aller voir ma fille sans prévenir, à ce visage meurtri qui m'avait accueilli derrière la porte. Et je me dis, et si je n'y étais pas allée? Et si j'avais ignoré mon intuition, balayé mon mauvais pressentiment, décidé que c'était juste un rêve, que je me faisais des idées, que tout allait bien puisque ma fille me disait que tout allait bien? Et si j'avais laissé les choses continuer comme elles allaient depuis 12 ans? Aurélie serait peut-être morte aujourd'hui, tuée par les coups de son mari un soir de colère. Ou peut-être par elle-même, poussée au désespoir après tant d'années de souffrance. Ou pire encore, elle serait encore là-bas, dans cette maison aux volets bleus, à subir, à souffrir, à mourir à petit feu pendant que tout le monde regardait ailleurs. Une mère sent ces choses-là. Une mère sait quand son enfant a besoin d'elle. Même quand cet enfant a 39 ans. Même quand cet enfant a sa propre maison, son propre mari, ses propres enfants. Même quand cet enfant dit que tout va bien, avec un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Une mère sait. Et ce jour-là, j'ai écouté mon instinct. J'ai fait confiance à cette petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai agi au lieu d'attendre. J'ai parlé au lieu de me taire. J'ai brisé le silence au lieu de le laisser nous engloutir. Je m'appelle Françoise Morel. J'ai 70 ans maintenant. Mes genoux me font mal quand il pleut. Mes cheveux sont tout blancs. J'ai des rides que je ne cherche plus à cacher. Je suis une vieille femme et je n'ai pas honte de le dire. Mais je suis aussi une mère. Une mère qui a sauvé sa fille. Une grand-mère qui a protégé ses petits-enfants. Une femme qui a refusé de fermer les yeux. Et si je devais donner un seul conseil aux mères qui m'écoutent, à toutes ces femmes qui ont peur pour leurs enfants, qui sentent que quelque chose ne va pas, mais qui n'osent pas intervenir, ce serait celui-ci. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble mal, c'est probablement parce que quelque chose est mal. Si vous avez un mauvais pressentiment, ne l'ignorez pas. Si vous sentez que votre enfant souffre, même si elle vous dit que tout va bien, même si elle sourit, même si elle vous assure qu'elle est heureuse, creusez, posez des questions, insistez, n'ayez pas peur de déranger, parce que parfois, la seule personne qui peut sauver votre enfant, c'est vous. Ce que j'ai appris de cette épreuve tient en quelques vérités simples, mais profondes. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur et ne pas voir qu'il souffre, non pas parce qu'on ne regarde pas, mais parce que la souffrance sait se cacher, parce que les victimes apprennent à mentir, à sourire, à jouer un rôle, et parce que, souvent, on préfère croire aux mensonges plutôt que d'affronter la vérité. On peut avoir 67 ans et encore se battre. L'âge n'est pas une excuse pour abandonner. L'âge n'est pas une raison pour fermer les yeux. Tant qu'on respire, on peut agir. Tant qu'on vit, on peut faire une différence. La justice existe. Elle est lente, imparfaite, frustrante. Elle ne punit pas toujours assez sévèrement. Elle laisse parfois les coupables s'en tirer à bon compte. Mais elle existe. Et parfois même une condamnation symbolique suffit à briser le sentiment d'impunité des bourreaux. Et surtout, le silence est l'allié des bourreaux. Chaque fois qu'une victime se tait, le bourreau gagne. Chaque fois qu'un témoin détourne le regard, le bourreau gagne. Chaque fois qu'une famille préfère garder les apparences plutôt qu'affronter la vérité, le bourreau gagne. Parler, c'est résister. Parler, c'est survivre. Parler, c'est vivre. Parler, c'est briser les chaînes qui nous emprisonnent dans la honte et la peur. Si vous êtes une femme qui vit ce que ma fille a vécu,
je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas coupable. Et il existe une sortie. Cherchez de l'aide. Parlez à quelqu'un. Appelez une association. Contactez la police. Fuyez si vous le pouvez. Ne restez pas prisonnière d'un homme qui vous détruit. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être aimée avec respect et tendresse. Vous méritez d'être heureuse. Et si vous êtes une mère, une sœur, une amie qui soupçonne que quelqu'un souffre en silence, n'ignorez pas les signes. Posez des questions. Tendez la main. Offrez un refuge. Soyez là. Parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour trouver le courage de partir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. Mon histoire. L'histoire de ma fille. L'histoire de tant de femmes qui souffrent dans l'ombre. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie, un témoignage de courage. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Envoyez-la à une amie, une sœur, une mère. Parfois, une histoire change toute une journée. Parfois, une histoire sauve une vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit ce que ma fille a vécu, tendez-lui la main. Dites-lui qu'elle n'est pas seule. Dites-lui qu'il existe une sortie. Dites-lui que la vie peut être belle même après le cauchemar. Parce que personne ne mérite de vivre dans la peur. Personne ne mérite d'être frappé, humilié, contrôlé. Personne ne mérite de mourir à petit feu dans une maison qui devrait être un refuge. Personne. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux que vous aimez. Et à très bientôt.